La ville relationnelle. La ville fonctionnelle a atteint ses limites. Il faut désormais changer de paradigme et trouver une nouvelle manière de faire la ville, ensemble. Aujourd'hui, je rencontre Sonia Lavadino qui a récemment publié avec Pascal Lebrun-Cordier et Yves Bouinquin un livre sur les 7 figures de la ville relationnelle dont nous allons parler donc. Sonia est anthropologue de formation et elle s'intéresse aux interactions entre les gens, mais aussi à comment l'espace influence ces interactions. Selon elle, la ville relationnelle est la ville du 21e siècle. Elle fait suite à cette ville fonctionnelle qui a marqué le 20e. Dans ce podcast, nous parlons de ce nouveau paradigme au travers de la ville du dehors, de la ville de la rencontre, de la ville du temps libre et de la ville comestible. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Sonia Lavadino, bonjour. Bonjour. Sonia, tu es conférencière, consultante avec ton agence de recherche et de prospective B-Fluide. Et puis tu publies aussi récemment un ouvrage avec Pascal Lebrun-Cordier et Yves Bouinquin autour des 7 figures de la ville relationnelle. Alors j'avais envie de prendre le temps d'explorer avec toi quelques-unes de ces 7 figures. On va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire cette ville relationnelle. C'est manifestement pas celle des fonctions techniques, des infrastructures ou des flux auxquels sont dédiés l'essentiel des mètres carrés de nos villes. Alors qu'est-ce que c'est que cette ville relationnelle qui manque tellement de place ? La ville relationnelle, c'est justement cette ville un petit peu subtile qui donne du cœur, du corps, qui vraiment met du baume dans nos interactions. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est très peu traitée, très peu prise en compte en fait par la fabrique de la ville, par les acteurs de la fabrique de la ville. Parfois, elle est prise en compte en termes de discours, si tu veux, mais après, il y a la question de, pas concrètement, quel est le budget qui est accordé à ça? Quelles sont les forces vives qui sont accordées à ça? Quel est le ministère ou le département ou le service qui est dédié à fomenter cette ville relationnelle? Et là, tu t'aperçois que vraiment les moyens ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont accordés à la ville fonctionnelle. Et pour nous, ce qui était essentiel, c'était de vraiment faire ressortir je dirais, ce hiatus entre les mots et les gestes, si on peut dire, et comment, en fait, on pouvait, pour vraiment changer de paradigme, sortir de ce paradigme dans lequel on est toujours englué de la ville fonctionnelle, qui était finalement quand même le paradigme du siècle dernier. J'estime, on est quand même bientôt en 2025, ça fait déjà un quart de siècle que nous sommes dans le 21e siècle, qui est pour moi le siècle de la ville relationnelle. Et je pense qu'on prend un petit peu de retard. Il serait bon qu'on puisse mettre un peu plus de moyens et un peu plus de priorisation sur cette ville relationnelle.
Alors, il y a un aspect militant derrière, mais il y a aussi un aspect théorique. On va y venir, hein. On va parler de tout ça. Mais il y a aussi un aspect très pratique, en fait. Il est pour qui ce bouquin? Il est pourquoi? Enfin, à quel moment ça te vient et ça vous vient dans ta pratique de conseil, notamment autour de l'espace public, mais tu peux nous raconter ça. À quel moment tu t'es dit qu'il y en avait besoin et à qui tu l'adresses? C'est vrai que c'est toujours un immense effort d'écrire un livre, comme tu le sais toi-même, Ah oh puisque oui. tu écris. Donc, faut être vraiment motivé pour se mettre à écrire. Et donc, on était motivés par, tout d'abord parce que Yves et moi, nous sommes anthropologues et donc nous, ce qui nous passionne, c'est vraiment les interactions. C'est la question de comment les gens interagissent entre eux et la proxémique, comment l'espace influence les interactions entre les gens. Et ce qu'on a remarqué, ce livre est né un peu pendant cette période de la pandémie. Donc, ce qui nous avait beaucoup intéressé, c'était l'énorme place qu'a pris tout d'un coup la ville du dehors dans la vie des gens. Et bien sûr, la ville du dehors prend toujours beaucoup de place. C'était déjà une figure de ville parmi les 7 figures qui sont abordées dans la ville relationnelle. C'était une figure dont je parlais déjà beaucoup en conférence, mais on s'est rendu compte là qu'il y avait quelque chose qui était énorme et qui passait souvent sous le tapis. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on en parle. Et en parlant avec Pascal aussi, on était dans 3 pays différents. Donc, il faut comprendre qu'on avait tous un écho différent de la pandémie, un écho différent de comment les gens faisaient face et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et dans nos 3 villes, puisque moi j'étais en Suisse centrale, à Altdorf, qui est une petite ville de la Suisse centrale, et Pascal à Paris, complètement différent, et Yves à Liège. Donc, on avait vraiment des visions différentes. Et en faisant des conf calls, en discutant entre nous, on s'est rendu compte que ça méritait qu'on se pose et qu'on écrive, qu'on pose ces réflexions par écrit. Et de là, on a commencé à tirer le fil de cette pelote de la ville relationnelle. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres figures de ville qu'on voulait aborder. On voulait aussi parler de ces figures de ville émergentes. Quelles sont les figures de ville finalement qui aujourd'hui font place, qui aujourd'hui font place à ces relations et en quoi elles sont différentes finalement de la figure de ville classique, de la ville de la rencontre, si tu veux, des rues commerçantes, des terrasses, des choses classiques finalement qui font lien. Donc pour nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi de montrer qu'il y avait d'autres manières de faire lien et que les acteurs aujourd'hui ne s'en occupent pas assez, mettent pas assez au front ces autres manières de faire lien. Il y a quelques villes pionnières qui le font. Je pourrais citer Nantes ou Strasbourg, tu vois, dans les villes françaises qui font avancer ça. Et il y a d'autres, même des plus petites villes comme Libourne, par exemple. C'est aussi intéressant de voir qu'à toutes les échelles de villes, on peut tenter de faire lien et on peut tenter de le faire bien, si je peux dire. Et donc, toute la question, c'est comment on peut faire ça, y compris surtout en périphérie, qui est pour moi mon dada et la question qui m'intéresse le plus. Alors, on va prendre vraiment le temps de parler de ça, mais on va poser le décor d'abord. Tu as commencé à citer quelques-unes de ces figures de la ville relationnelle, donc finalement, ces outils ou ces partis pris qui font lien au-delà des caractères fonctionnels dont on parle, quoi qu'il en soit, hein, dans la conception de nos villes. Tu as cité la ville du dehors, mais il y a aussi la ville de la rencontre, la ville amie de toutes les générations, la ville du faire et du tiers solidaire, la ville de la surprise, la ville comestible, la ville du temps libre même, hein. Alors on va pas tous les prendre, puis nos auditeurs pourront évidemment lire le bouquin, mais peut-être commencer par le commencement. Enfin, tu parlais de la ville du dehors, qui est un sujet qui est pas du tout un sujet émergent, hein, qui est vraiment un sujet de vie, mais qui est un sujet central en tout cas. D'ailleurs, à la fin, vous conseillez de commencer par là. Est-ce qu'on peut parler de cette ville du dehors et peut-être bifurquer sur cette ville de la rencontre qui est très liée? Oui, pour moi, la ville du dehors est vraiment la base, si tu veux. C'est comme quand tu fais une pizza. Ça, c'est la pâte. Tu as vraiment besoin de cette ville-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de villes aujourd'hui, de territoires qui ne s'en saisissent
pas assez en tant qu'ingrédient du quotidien. Je pense qu'on s'en saisit beaucoup en tant qu'ingrédient de loisir, tu vois, pour le dimanche. Disons, pour quand tu as un budget temps relativement important devant toi, hein, tu as 2, 3 heures un dimanche après-midi ou un mercredi après-midi avec les enfants, ça c'est fait, je dirais, plus ou moins bien fait. Il y a des trames vertes, il y a des endroits au bord de l'eau. Enfin, je veux dire, le capital, entre guillemets, touristique ou de loisirs, il est là. Ce qui est pas là, c'est comment j'imbrique, comment j'apporte cette ville du dehors au quotidien, comment je donne la possibilité de se baigner dans cette nature, dans ce vivant, ce contact avec le vivant de proximité, très rapproché, très pas à pas dans ta vie quotidienne. Comment je peux m'accorder tous les jours 1 heure qui ressemble à un dimanche? Comment je peux avoir cette liberté, ce temps tout d'un coup de pouvoir profiter, d'aller à la rencontre du vivant tous les jours. Et pourquoi je dis tous les jours? Parce que c'est cet ingrédient de la fréquence qui est essentiel, si tu veux, en termes de compound effect, de cet D'effets effet cumulés. cumulé, hein, parce que si tu prends maintenant un enfant qui se balade dans un parc, s'il y va le dimanche, bon, c'est très bien, évidemment, c'est à saluer, mais ça ne fait qu'une fois par semaine. Et pour le coup, même si tu y passes 3 heures, ben, ça fera au total, voilà, ce sera peut-être quelque chose que tu feras 40 fois par an ou 50 fois par an si tu es très régulier. Mais si tu incorpores un contact avec le vivant, tous les jours, ben là, on parle de 300 fois, 350 fois par an. C'est incomparable en termes d'effet, ce que ça peut faire dans la vie d'un enfant ou même dans nos propres vies à nous, de pouvoir avoir ce contact de proximité avec le vivant, pouvoir marcher à l'air libre ou faire du vélo ou tout simplement enfin, faire du sport, courir. C'est aussi une question qui est très importante pour moi parce que j'ai beaucoup théorisé dans toute ma carrière la question du corps en mouvement et de l'importance des paysages cinétiques, si tu veux, les paysages qui déroulent pendant que toi tu bouges, qui c'est pas la même chose du tout que par exemple être assis sur un banc ou derrière une vitre dans une maison ou un train, ou n'importe, mais c'est vraiment cette question de pouvoir euh, avec ton corps être en relation. Et ça, c'est pour moi la question principale finalement. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre bouquin, on insiste beaucoup sur ce triptyque relationnel qui est comment tu peux être en relation avec toi-même, avec ton corps et avec ton esprit. Puisqu'on sait aujourd'hui, les dernières recherches sur le cerveau, à quel point c'est tellement important pour le cerveau d'avoir notre corps en mouvement, de pouvoir bouger, d'avoir les remontées qui nous viennent de tous nos sens, y compris ce sens proprioceptif qui est vraiment le sens qui t'envoie les muscles, les os. Donc ça, c'est quelque chose qui passe souvent sous silence. On parle beaucoup des 5 sens, mais on ne parle pas assez des sens qui sont véritablement corporels et qui sont liés au mouvement. Et ça, nous, en tout cas, c'est vraiment notre porte d'entrée. On aime beaucoup parler de ça parce que les relations que tu peux établir avec d'autres personnes, en marchant, en bougeant, en adoptant différentes postures de ton corps, sont très différentes des relations que tu peux avoir si tu es juste assis ou statique. Et dans le triptyque, soi-même, les autres et le vivant. Et le vivant. Voilà. Parce que le vivant est vraiment le cocon, si on veut, ce qui t'entoure finalement. Et on voit d'ailleurs les premières remontées d'expérience des cours Oasis montrent que les relations entre enfants qui sont entourés de vivants sont des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus constructives, beaucoup plus dans la coopération que des relations que tu peux avoir, par exemple, dans des préaux qui sont complètement artificialisés et où les enfants courent certes beaucoup, mais où les relations corporelles sont très figées, sont très codées, n'ont pas beaucoup d'expressivité, si tu veux, de manière de pouvoir rentrer en relation de façon différente. Tu vois des enfants au bord d'un ruisseau. J'ai par exemple filmé ça au Freilager-Areal à Altstetten. J'étais là pour une séance de terrain et on voit vraiment les enfants qui sont très, comment dire, vraiment très concentrés autour de ce ruisseau, en train de juste jeter des petits cailloux, tu vois, discuter entre eux. Il y a toute une relation de coopération qui se met en place, qui est en fait fomentée par le vivant. C'est par le fait qu'on est dans un environnement vivant
qu'on va rentrer en relation comme ça. Et ça, si tu peux avoir cette expérience depuis que tu es tout petit, bah, ça crée vraiment, ça encourage à des relations de coopération beaucoup plus fortes que quand on est uniquement dans des environnements très bétonnés, très artificialisés. Ouais. Alors tu le disais, hein, cette ville du dehors qui permet la rencontre, les rencontres en fait, euh, c'est à la fois pas nouveau et loin d'être acquis, hein. Donc ça vaut mieux en le disant, ça vaut mieux en le lisant, mais ça vaut mieux en le faisant aussi, hein. Donc ça reste à faire et on va venir, hein, sur le concret. C'est aussi une part importante de l'approche et du bouquin, comment on y va. Mais je voudrais que tu abordes peut-être, tu parlais de figures, d'autres figures, dans ces 7 figures, d'autres figures émergentes, peut-être moins connues ou moins évidentes. Tu pensais à quoi? Alors, notamment pour nous, c'est la ville du temps libre. Ça, c'est une ville qui a l'air en effet d'être évidente, mais tu vois qu'en termes de focus, c'est pas la ville dont on parle le plus. La plupart du temps, en planification, et on le voit même, enfin, moi, je suis beaucoup jury de concours, je le vois quand les planches sont rendues, hein. Tu fais toujours la ville du matin, on va dire, de l'heure de pointe. Tu fais la ville du jour, tu fais pas la ville de la nuit, très peu. Tu fais pas la ville du week-end, tu fais pas la ville de la pause du midi. Ça, on en parle peu et on met peu de moyens là-dedans. Et Londres, par exemple, a fait une expérience super intéressante pendant la pandémie. Ils ont fermé des rues entre midi et 2 pour donner de la place justement à cette pause de midi dont on n'a jamais de la place. Et pour le coup, tous les gens, les employés de bureau descendaient dans la rue, pouvaient se l'approprier comme ils le voulaient, faire beaucoup de pique-niques, faire beaucoup de jeux, faire beaucoup de sport. Donc, c'était intéressant de voir tout d'un coup que en mettant le focus sur ce temps libre, entre guillemets, tu vois, le petit temps libre de la pause de midi, eh ben, pouvait vraiment là naître une autre figure de ville, une figure de ville dont on n'a pas l'habitude, mais dont les gens se saisissent beaucoup quand tu leur donnes la possibilité de le faire. Et donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ça. Et donc, en lien avec cette figure du temps libre, il y a aussi effectivement cette autre figure émergente de la ville commensale, comestible, nourricière, qui a déjà 3 facettes, ces 3 facettes ensemble, hein, mais qui est parfois plus poussée sur le côté nourricier avec la question de l'agriculture urbaine ou la question, tu vois, de comment tu fais en sorte finalement d'amener plus de circuits courts dans la ville, toutes ces questions qui sont liées à l'alimentation et à l'importance qu'aujourd'hui les gens accordent à leur propre alimentation, ça c'est clair. Mais il y a aussi cette dimension commensale qui nous a beaucoup intéressés. C'était compliqué d'ailleurs de trouver le mot. On s'est décidé pour celui-là. Beaucoup d'élus trouvent difficile de se saisir de ce mot parce que c'est pas Et un tu mot vas nous courant l'expliquer, dans hein. la langue française. Donc la ville commensale, c'est cette ville de la convivialité qui est apportée par le fait de pouvoir manger ensemble, de pouvoir préparer ses repas ensemble, de pouvoir informellement, parce que c'est surtout ça qui est par contraste avec la ville de la rencontre où la fonction de commensalité, cette fonction de manger ensemble, elle est assumée par les restaurants, par les terrasses, et donc elle est, entre guillemets, nous sommes dépossédés de cette fonction, c'est pas nous qui l'organisons, on organise les repas pour nous. Ici, c'est l'inverse, c'est nous-mêmes qui apportons à manger, qui faisons à manger, qui partageons à manger, et ça, c'est vraiment ce qui caractérise cette figure de ville-là. Et qu'est-ce que ça implique? Bah, très concrètement, ça implique de donner aux gens des espaces pour pouvoir cuisiner dehors, pour pouvoir préparer des repas dehors et pour pouvoir les partager dehors. Donc, c'est ça surtout qui nous intéresse, comment on peut finalement faire émerger ces figures du repas ensemble à même la rue ou à même le parc, si tu veux. C'est là qu'on voit le plus de potentiel. Et il y a des villes qui encouragent ça. Je pense par exemple à Melbourne, qui a vraiment cette façon de faire, ou Christchurch, où je viens d'aller, où tous les parcs sont équipés de lieux de barbecue, de lieux pour manger, de pique-nique, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui inscrit dans la culture, mais je voudrais signaler que la culture n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. La culture, elle se fait tous les jours par les aménagements qu'on met en place et qui fomente finalement des nouvelles façons d'interagir. Et c'est ça, à la fin, qui crée la culture. Comment d'ailleurs on arrive à donner envie de ça,
donner envie d'un aménagement pour un besoin qui n'est pas exprimé quelque part. Il n'y a pas de, il y a pas de demande exprimée, ça répond pas à un besoin fonctionnel, il n'y a pas de nécessité. Et par ailleurs, il y a une forme d'inconnu pour des décideurs, pour des gestionnaires d'espace public, inconnus sur ça marche ou ça marche pas, mais ça peut aussi dériver. Enfin, est-ce qu'on doit mettre un barbecue, est-ce que, etc. J'imagine, et tu les vis, ces conversations très pratico-pratiques, des déchets, du nettoyage, des dérives, etc., etc. Comment est-ce que finalement on arrive à aborder ces sujets-là comme étant des vrais sujets de projet? Parce que c'est faire projet que de projeter un usage, ou en tout cas que de le rendre possible. Comment est-ce qu'on arrive à donner envie de prendre le risque? Pour moi, c'est bien que tu t'intéresses déjà d'abord au potentiel du lieu ou des lieux où tu vas pouvoir déployer ça. Souvent, on voit quand même qu'il y a des usages latents. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les séances de terrain et les filmages. Tu vois, comme je suis anthropologue, je passe beaucoup de temps sur le terrain d'abord pour voir un peu qu'est-ce qui s'y passe. Et puis, on voit souvent qu'il y a déjà une certaine envie de pouvoir par exemple, manger là. Tu peux voir, par exemple, déjà qu'il y a des gens qui prennent des sandwichs et qui vont se poser là pour manger. Donc, tu vois qu'il y a un certain besoin latent. C'est-à-dire, tu vois que si tu équipais plus, si tu donnais plus d'espace pour que ça se passe, ben, les graines qui sont déjà là pourraient pousser mieux. Et donc, ça, c'est pour moi un premier pas, c'est identifier ces usages latents et faire en sorte qu'on leur donne de la place pour s'exprimer. Et puis, tu as raison, il y a une prise de risque, c'est clair. Parfois ça prend vraiment bien, parfois ça prend pas. Moi, je suis toujours en faveur qu'on mette les choses dans le vrai espace. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à planifier sur des plans et tu testes pas, tu es pas en vrai en train de le faire. Et donc, évidemment que les gens peuvent pas le savoir. S'ils peuvent pas le savoir, ils peuvent pas se l'approprier. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est dès que tu vas dans l'espace public et dès que tu mets à disposition, eh ben, tu peux le faire juste 2 jours, tu sauras tout de suite. Est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend pas? Je trouve toujours intéressant le cas de Times Square quand ils ont à l'époque amené ces chaises longues. Ils les ont amenées, Jeannette Sadikan raconte ça très bien dans ses conférences, ils les ont amenées un samedi soir. C'était pris d'assaut au fur et à mesure qu'ils sortaient les chaises longues du camion, quoi. Il n'y avait même pas le temps de poser la chaise, que déjà quelqu'un faisait la queue pour prendre la chaise. Donc, tu vois, là, il n'y a pas d'hésitation. Et lundi matin, quand les pendulaires sont arrivés pour pouvoir prendre cette rue, eh ben, cette rue n'était plus à disposition, puisque d'autres usages l'avaient pris en charge, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est sûr que ça ne sert à rien de ramer contre la marée. Si tu vois qu'il y a peu d'usages, ben, tu choisis plutôt un autre lieu candidat. Moi, je travaille beaucoup par lieu candidat pour essayer de trouver justement les bons candidats pour les bons usages, pour que les bons usages puissent émerger. Et ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est de travailler de manière systémique. Un seul lieu ne suffit pas. Généralement, ce qui est bien, c'est plutôt de créer une famille de lieux, une constellation de lieux qui fonctionnent ensemble, parce que c'est ça qui va vraiment développer des nouvelles habitudes. Si, par exemple, tu agis sur les carrefours et que tu transformes tes carrefours en carrefours vivants et que tu en fais 10 dans la ville, comme par exemple Barcelone en ce moment est en train de faire avec les Exos Verdes, eh ben, tu as des vraies synergies qui se mettent en place, une vraie dimension holistique. Et là, pour le coup, les gens peuvent vraiment prendre ces nouvelles habitudes parce que chaque 300 mètres ou 500 mètres ou 1 kilomètre, ils vont retomber sur le même style de lieu et ce style de lieu va les inviter à faire certaines choses. Et là, à force de tomber dessus, ben oui, tu vas développer des nouvelles manières d'interagir finalement avec ces lieux-là. Et quand tu interagis avec des lieux, finalement, tu interagis surtout avec d'autres personnes qui sont dans ces lieux. Ce qui est toujours un petit peu compliqué dans ce qu'on est en train de discuter, c'est que toi, tu aménages des lieux, mais les relations, c'est les gens qui les ménagent ensemble, si tu veux. Oui, mais c'est tout l'enjeu, justement. Enfin, c'est à la fois le sel et l'intérêt du sujet, et en même temps, aménager des lieux sans se préoccuper de ce qu'ils vont devenir, de la façon dont ils vont être appropriés au sens positif, mais détournés aussi, ce qui peut être très positif. Finalement, créer plutôt des milieux dans lesquels
on peut avoir des formes de biodiversité qui se développent plutôt que de dicter un usage, de tourner la chaise et de la fixer au sol de façon définitive en disant non, il doit regarder le soleil, quelle que soit l'heure de la journée, où ils sont obligés de se parler alors qu'en fait ils ont envie de se faire la tête en mettant deux chaises face à face. Enfin, c'est une forme d'absurdité complète et une évidence. On ne peut pas fixer l'orientation de deux chaises là, comme ça. Les gens tournent autour, les déplacent, etc., etc. Mais en même temps, c'est le quotidien. C'est tellement plus simple de les fixer au sol en termes de gestion, en termes de décision, en termes de discussion, etc., etc. J'aime beaucoup ces leçons observées. On mettra le lien sur un texte qu'on a traduit récemment, un texte de 1979. On mettra le lien dans les commentaires du podcast, un texte de William H. White, que tu dois connaître sûrement, autour de Bryant Park, qui pour le coup, très tôt, faisait des reportages photographiques pour observer le passage, compter tout simplement les gens assis sur des marches, et miser sur ces usages qui sont là, mais qui sont peut-être très discrets, mais sur lesquels on peut peut-être s'appuyer demain. Et puis le TED de Janet Sadikan sur Times Square, qui est vraiment édifiant et qui est absolument passionnant. On mettra le lien sur son bouquin aussi, qui est vachement bien. On a quelques recettes, mais on s'égare, ce qui est le but. Je sais pas si tu veux aborder d'autres de ces figures. Après, les lecteurs liront tout ça, de toute manière. Mais moi, je voudrais quand même qu'on reste pas trop théorique là, parce que l'objet du bouquin, c'est d'atterrir. Il y a même des formes de recettes de cuisine, in fine, alors pas des petites cuisines, mais pour transformer l'espace public et où ça vit. Alors, comment on fait pour avancer, par où on commence finalement? Moi, je conseille toujours, si je suis avec des élus, je conseille toujours d'abord de voir où est leur capitale. Parce qu'en fait, il y a des villes qui regorgent, si tu veux, d'espaces plus ou moins naturels. Et donc, c'est évident que là, il faut commencer par la ville du dehors. De façon générale, je recommande toujours de commencer par la ville du dehors parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la dimension biophilique, la fraîcheur, le lien au vivant qui est vraiment un sujet capital, quelle que soit la ville. Donc, pour le coup, c'est clair que pour moi, il y a pas photo, quoi. Il faut commencer par là. Et comme je disais avant, c'est ce capital de la nature de proximité. C'est vraiment, c'est pas, c'est donner accès. C'est-à-dire que souvent, le capital est là. Je te donne un exemple. Donc, avec la deuxième peau départ, qui est notre levier, qui fait plutôt partie du livre des 5 leviers, qui est en cours d'écriture, mais qui est, qui est finalement, OK, j'ai un parc, il est là, c'est mon capital. Comment je peux faire pour accroître ce capital? C'est simple, je vais finalement apaiser, végétaliser à mort toutes les rues qui sont autour de ce parc. Et pour le coup, même si je ne travaille que sur une petite échelle, à 5 minutes de ce parc, je vais quand même doubler pratiquement ma surface d'espace vert. Je vais faire en sorte vraiment que quelque chose qui est déjà aimé des gens, qui est déjà fréquenté par les gens, le soit encore plus. Et donc là, on parle finalement d'un capital qui est déjà positif. Tu pourrais aussi prendre des carrefours qui sont souvent plutôt des barrières, plutôt des choses mal vécues par les gens, plutôt des endroits stressants. J'ai des collègues à la London School of Economics qui travaillent là-dessus et qui te mettent des électrodes pour que tu traverses les rues. Et puis, on voit que chaque fois que tu es face à un carrefour, tu as comme une mini crise cardiaque, tu vois. Donc, c'est te dire à quel point c'est un truc stressant pour les gens. Et donc, c'est intéressant de voir que si tu apaises vraiment ces carrefours et que tu les transformes en vrais lieux pour les quartiers, et j'insiste, ce qui est intéressant dans un carrefour, c'est que souvent, il va en fait être à la croisée de plusieurs quartiers. C'est pas qu'un seul quartier. Donc, moi, je dis souvent, quand je suis avec un élu, la première chose à faire serait vraiment d'identifier quelques carrefours clés qui relient 4 quartiers à la fois et tu agis sur ceux-là. Et là, pour le coup, ça va augmenter le bien-être, la qualité de vie, la qualité relationnelle pour les personnes qui habitent dans ces 4 quartiers à la fois. Donc, c'est aussi ça qu'il faut rechercher, des effets de levier, là où ça a le plus d'impact, si tu veux, pour les gens, et là où ça va faire le plus de différence qualitative entre leur vie actuelle et leur vie future tous les jours.
c'est surtout ça pour moi la question, c'est tous les jours. Et on voit que ça a des effets rebonds à Bâle, par exemple, où ils ont beaucoup insisté sur ce levier-là, si tu veux, où ils ont beaucoup transformé des carrefours. On voit que ça a des effets rebonds positifs sur la vitalité commerciale de ces carrefours, des nouveaux commerces ouvrent, toute une vie de quartier s'installe. C'est aussi le cas à Barcelone, c'était déjà beaucoup le cas, mais disons ça vivote parfois. Et là, pour le coup, au contraire, ça se met vraiment beaucoup plus en marche. Et on a des retours d'expérience très intéressants de villes comme Pontevedra, où tu vois vraiment que ça a complètement changé la dynamique commerciale globale de cette ville, que d'avoir apaisé aux endroits clés et d'avoir surtout donné de la place aux enfants. Donc ça revient à la ville amie de toutes les générations et comment tu donnes de la place aux enfants, à leurs familles, aux personnes âgées. Ça, pour moi, c'est vraiment assez clé. C'est-à-dire, les enfants sont un peu les canaris dans la mine. Si tu vois que tu peux avoir des enfants dans cet endroit-là, eh ben, tu vois que tu as réussi quelque part la dimension relationnelle de cet endroit. Mais assez vite, quand on discute avec, moi, généralement, je fais une formule qui s'appelle 24 heures avec Sonia, où je vais marcher avec les élus et leurs bras droits. Et quand on marche comme ça à travers ces carrefours, et que je leur demande cette question qui est pourtant évidente, hein, mais qui est est-ce que vous viendrez là avec votre famille, vous viendrez là avec vos enfants? Ils me disent non. Je dis, voilà, on voit tout de suite qu'il y a comme un problème. Et il y a des, tiens, tu l'évoquais très brièvement tout à l'heure, il y a aussi des secteurs, des formes de secteurs délaissés, en tout cas délaissés par l'attention et pas nécessairement par la vie d'ailleurs. Et c'est pas nécessairement des secteurs dont on vit mal, mais pour le coup qui pourraient être plus générateurs de liens. C'est ce qu'on appelle en France le périurbain, le suburb. On a des périphéries commerciales, on a des lotissements un peu distants, on a en tout cas des territoires qui sont aussi des territoires urbains d'une façon ou d'une autre, hein, qui sont habités, souvent bien habités, mais souvent délaissés aussi par l'attention, la profession, les institutions. Comment on s'y met là? Hmm. C'est en effet, les endroits comme ça sont parfois on pense souvent qu'ils sont très durs, alors que injecter un peu de beauté dans des endroits qui sont ce que j'appelle les laidrons, c'est finalement pas si compliqué parce que l'effet de contraste est tellement énorme, si tu veux. Le fait de commencer à bouger dans ces lieux-là fait que vraiment les gens ressentent vraiment, ah waouh, ça a vraiment changé ici. Alors que souvent, on s'épuise à remaquiller le top modèle, comme je dis souvent, tu vois, on s'occupe Donc le beaucoup du centre-ville, la place de centre-ville. la mairie, Oui, etc., on va, etc. on va souvent refaire finalement les mêmes lieux, les mêmes places, les lieux où les gens sont déjà, les lieux que les gens aiment déjà. Et je dis pas, de temps en temps, c'est bien, c'est sûr que ton top modèle peut être vieillissant, il faudrait un petit coup de Botox, mais c'est pas, l'enjeu n'est pas là parce que là, les gens sont déjà. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt dans les effets de contraste, là où il y a ce que j'appelle un très grand degré d'évaporation piétonne, là où tout d'un coup, il n'y a plus personne, tu vois. Et là, on sent qu'il y a un souci. Et donc, c'est peut-être là, au contraire, dans ce laidron-là, qu'il faudrait mettre le paquet pour vraiment transformer, entre guillemets, la fille de la rue, enfin la rue classique, quoi, en un endroit qui pourrait être aimé. Et le secret pour ça, il est vraiment de comprendre qu'il faut travailler sur le micro-séjour, sur comment tu captes des gens sur 10 minutes, un quart d'heure. Parce que souvent, la raison pour laquelle on ne veut pas investir dans ces lieux, c'est parce qu'on dit, ouais, mais là, les gens viendront jamais longtemps. Oui, c'est possible, les gens viendront peut-être pas 3 heures là. Encore que parfois on en est étonné de voir à quel point, dès qu'un endroit commence à gagner en présence humaine, parce qu'à la fin, le vrai attracteur, si tu veux, c'est la présence humaine, c'est le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent à ce même endroit que là où toi tu veux aller. Et donc, pour finir, du moment que tu commences à avoir 10 15 personnes qui sont là, ben, ça commence à être un lieu intéressant, animé. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il soit trop animé. Je dirais qu'aujourd'hui, les centres-villes souffrent beaucoup de ça. Ce sont des lieux presque trop animés parce qu'ils sont surfréquentés. Et donc, la question, c'est plutôt comment tu peux répartir, comment tu peux distribuer dans toute la ville et surtout dans nos périphéries qui sont quand même 60%, voire parfois trois quarts de l'espace urbain d'un quelconque territoire. Bah, tu vois que c'est justement parce qu'on surconcentre tous les efforts sur seulement quelques petits endroits relationnels et qu'on ne distribue pas assez dans tout le territoire. Donc pour moi,
La question est plutôt partout là où il y a déjà des lieux de passage, comme tu dis, les centres commerciaux, même une station-service, hein. Je me rappelle d'un cas à Delémont où le maire nous disait qu'il avait eu une pétition d'un enfant qui lui avait écrit pour dire qu'il voulait un passage piéton en face de la station-service parce qu'il allait là tous les jours chercher son pain. Ben, c'est typiquement ce genre de situation, tu vois, des situations du quotidien où on a finalement un certain potentiel. Les gens passent là tous les jours. La question, c'est comment tu fais pour équilibrer entre transit et séjour, comment tu fais pour donner plus de petites graines de convivialité dans ces lieux où de toute façon il y a du passage. La question, c'est plutôt comment tu captes les gens là 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc pour moi, ça, c'est l'indicateur de base, c'est le micro-séjour. Et à partir de ce micro-séjour, je vois bien que quand on débloque cette timidité-là, si je peux dire, de la part des agents, de la part des concepteurs, et que je leur dis, là, on vise 10 minutes. Comment vous faites pour garder les gens 10 minutes là? Eh bien, ils arrivent à dessiner. Le problème, c'est qu'on s'imagine toujours qu'il faut que ce soit un endroit tellement magique qu'il faudrait qu'ils puissent, si tu veux, capter la personne là pendant une journée entière. C'est pas la question. La question, c'est plutôt comment je capte beaucoup de gens là pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure. Et au moment où on a besoin de liens, plus que jamais, hein, et on voit bien qu'on a à la fois des tensions, des angoisses et des agitations, c'est peut-être le moment de s'en préoccuper vraiment et d'apprendre peut-être à retisser le banal, peut-être petitement ou en tout cas par petites touches, mais un peu partout, pour que chacun en profite. Euh, Sonia, on va pas tout faire, tout le bouquin est tout expliqué. Par ailleurs, on vient d'apprendre, alors je le savais déjà, mais qu'on a une suite à cet ouvrage qui est en préparation. Mais quoi qu'il en soit, en attendant le tome 2 et avant d'avoir lu le tome 1, est-ce que tu as un conseil de lecture pour nous, peut-être sur ces sujets ou pour s'en écarter? Oui, alors je pense que pour revenir sur la question des suburbs et de comment c'est si important de s'occuper de nos périphéries, moi j'ai beaucoup aimé le bouquin de David Algrim, Retrofitting Suburbia. C'est le fondateur de la permaculture, donc évidemment il met un peu l'accent sur cette question-là, qui du coup rejoint chez nous la figure de la ville comestible et commensale. Mais je pense que au-delà de la question nourricière, c'est plus largement la question relationnelle qui est aussi abordée au sens que toutes ces réserves de vivants, et là je pense que c'est vraiment intéressant de s'occuper de ça, hein, et j'avais lu récemment une comparaison qui disait que tous les jardins de France réunis pesaient plus que nos forêts. Donc je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que tous ces petits morceaux de vivants qui se trouvent en périphérie pourraient être peut-être vraiment utilisés autrement et servir vraiment de lieu, de socle, de cocon pour que les gens puissent développer d'autres types de relations en périphérie. Et on sait que c'est possible. Il y a vraiment des exemples qui montrent dans les quartiers où on a fait des efforts comme ça, où les gens eux-mêmes ont demandé finalement et où développent, si tu veux, ces petits graines de vie de quartier, que même dans les deuxièmes couronnes, c'est possible et ça marche. Et donc, c'est ça que je pense qu'il convient d'encourager. Et on voit aussi partout où on met en place beaucoup d'apaisement. J'ai les chiffres de Genève en tête, où on a gagné par exemple 8% de points de marche sur la deuxième couronne ces dernières années. Donc, ça montre aussi que c'est possible. Et à partir du moment où tu rends les quartiers marchables, où tu fais en sorte qu'on puisse justement s'y déplacer avec notre propre corps, bah, c'est là que tu es exposé aux autres et c'est là que tu peux rentrer en relation. C'est évidemment quand tu peux être et à une vitesse et à un degré, on va dire, d'exposition à l'altérité qui te met vraiment en lien. Donc pour moi, ça c'est vraiment la question, c'est comment tu fais en sorte de faire émerger ces petites graines d'urbanité un peu partout. Et dans la même veine, hein, je pense que Jeff Speck, qui a d'ailleurs écrit Suburban Nation, mais là je pense plutôt aux deux livres qu'il a écrits sur les walkable cities, et notamment le deuxième qui est vraiment avec des recettes très pratico-pratiques sur cette question de comment tu rends une ville, disons, attractive, agréable pour nos corps d'humains qui sommes bipèdes. Ben, je pense que ça, c'est quand même la première couche. Et à partir de là, ben, tu peux rentrer en relation.
Bah, écoute, parfait. Moi, ça me va bien qu'on se dise que finalement, on pourrait partir du jardin du lotissement ou du parking de la zone commerciale, voire même de la station-service, plutôt que de la place de la mairie ou de Central Park. On mettra toutes ces références-là dans le commentaire du podcast. Et puis, on ne manquera pas de se reparler pour suivre tout ça et peut-être aller faire une visite. Voilà, on ferait bien 24 heures, nous aussi, avec Sonia. Merci à toi. Merci Sylvain.